Nous sommes dans l'Europe de 1914. Alors que les grandes puissances se partagent le monde et se regardent avec méfiance, un petit pays continue à vivre paisiblement. Ce pays, c'est la Belgique. Issue d'une indépendance depuis 1830 face aux Pays-Bas protestants, cette frêle nation catholique s'est révélée être capable de trouver sa place dans le concert des nations européennes. La dynastie, inaugurée par Léopold Ier de Saxe-Cobourg, a vu monter sur le trône en 1865 Léopold II, qui initia des changements par rapport au continuum historique commun. Alors que la France avait restauré le 2 décembre 1880 l'Empire avec Napoléon IV à sa tête, que l'Angleterre cherchait de faire du fils de Napoléon III son allié, l'Allemagne était dirigée par Bismarck, le chancelier de fer, celle-ci parvint à maintenir une alliance avec la Russie, tandis que l'Autriche-Hongrie s'éloignait progressivement de l'alliance allemande et débutait une longue phase de réformes internes débouchant sur un empire fédéral danubien. Tandis que de son côté, l'Italie avait implosé en multiples factions qui lui faisaient subir une terrible guerre civile, avant de se voir imposer une dictature révolutionnaire ayant fait fuir le pape Pie X à Avignon et la famille royale en Vénétie autrichienne. L'Empire ottoman, de son côté, avait vu ses territoires lui échapper au profit d'un nouvel empire byzantin, bulgaro-grec. Le vieux continent avait, durant le dernier quart du XIXe siècle, connu bien des secousses. Quant à la Belgique, elle ne fut pas tout à fait à l'abri non plus. De 1865 à 1884, Léopold II assuma un rôle politique plutôt effacé, présidant les conseils des ministres mais n'imposant que rarement sa volonté. En 1882, la fragile majorité libérale à la Chambre des représentants fut torpillée par l'opposition catholique, ce qui provoqua la démission de Walter Frère-Orban, alors chef du cabinet. Le roi accepta la démission et provoqua de nouvelles élections, qui virent une écrasante victoire des catholiques. Prenant acte, Léopold II convoqua l'homme fort des conservateurs, Jules Malou, afin de former un nouveau gouvernement. Tandis que le gouvernement réactionnaire catholique mettait en place son programme, les événements internationaux pressèrent le roi d'intervenir. En effet, la France avait le 28 août dénoncé le traité de Francfort, entrant en état de guerre avec l'Allemagne contre laquelle elle revendiquait les territoires perdus de 1871. Toutefois, ce mouvement d'éclat des Français ne provoqua pas l'effusion de sang généralisée en Europe. Et en face de la panique des chancelleries européennes, le roi Léopold II proposa que Bruxelles, capitale d'un État neutre, accueillât les représentants des deux adversaires afin de trouver un accord de paix. Le paradoxe fut qu'aux yeux du roi et de son gouvernement, ce fut un échec formel, au sens où toute la Belgique avait été mise sans dessus dessous pour accueillir ce congrès, et que les négociations furent pourtant très rapidement bloquées par les deux parties, et que ni Léopold II ni Jules Malou ne parvinrent à débloquer la situation. Et pourtant, la paix resta sauve, car les Allemands ne perdirent aucun territoire, tandis que les Français se contentèrent de mettre fin à certains points du traité de Francfort qui les gênaient particulièrement. Entre-temps, des discussions débutaient dans toute l'Europe au sujet du partage de l'Afrique. Bruxelles fut à nouveau désignée pour accueillir un congrès international permettant la division de l'immense continent en zones d'influence. Le roi, qui avait lancé quelques années auparavant un projet d'établissement privé au Congo, put faire reconnaître sa souveraineté personnelle sur le territoire. Dans ce cas, des tractations avec les Pays-Bas avaient eu lieu, et Léopold II parvint à obtenir de la Maison d'Orange l'échange du Luxembourg contre l'embouchure du fleuve Congo. Ainsi, tandis que l'État belge ne revendiquait pour lui-même que quelques territoires sur le pourtour du continent, Léopold II faisait main basse sur le bassin congolais, tout en devenant grand-duc du Luxembourg. Mais au pays, la guerre grondait à l'intérieur de la Belgique. La situation politique avait fini par se gripper, et le roi, constatant l'impasse du régime parlementaire bipartiste, finit par lancer une campagne de doléances pour réécrire la Constitution. Toutefois, face aux troubles que cette mesure engendra, Léopold II se résolut par instaurer un régime d'exception par le mécanisme des pouvoirs spéciaux, puis, lors de la révolte de la Commune de Belgique, des pouvoirs extraordinaires. Ce fut alors le royaume autoritaire. Le 15 mars 1883, le roi suspendit la Constitution pour 3 mois et forma un nouveau gouvernement de salut public. Pour comprendre cette situation, voyons ici les origines. Le roi lança donc, le 27 mars 1883, une campagne de doléances pour récupérer les avis de son peuple sur la gouvernance de la Belgique. Cependant, des rebelles partisans de la Constitution de 1830 décidèrent alors de commettre des attentats contre les centres de recueil des pétitions dès le 2 avril. Ceux qui se firent déjà appeler les constitutionnalistes, donc les partisans de la Constitution de 1830, décidèrent alors d'entrer en rébellion ouverte contre le roi Léopold II et voulurent sa déchéance. La révolte alla plus loin car les édiles d'Anvers, menés par Frère-Orban, le chef des libéraux, se soulevèrent ouvertement et déclarèrent la déchéance du monarque. À Mons, le 18 avril, une manifestation ouvrière dégénéra et l'armée ouvrit le feu sur la foule.
Suite à ce mardi noir de Mons, les socialistes proclamèrent de leur côté la commune syndicale de Belgique et entrèrent eux aussi en rébellion. Le roi Léopold II lança alors la reconquête du pays. Le général Chazal, sorti de sa retraite en France, assiégea Anvers et reprit la ville, capturant au passage le chef des Libéraux. De son côté, le général Pontus leva des troupes pour reprendre le sud du pays. Il marcha vers Liège et força les socialistes à capituler. La Belgique était maintenant entièrement sous contrôle de Léopold II. Cependant, lassé par les violences et les soulèvements, il prit la décision de mettre fin à la période autoritaire et d'appeler à la formation d'un congrès constituant qui se réunit le 14 août 1883, devant refonder la constitution de 1830, jugée dépassée par les faits et ayant rapporté l'affaiblissement moral du monde politique. Si la fin des combats eut lieu dès mai 1883 avec la prise d'Anvers tenue mollement par les libéraux, ainsi que par la reddition de Liège face au général Pontus, la situation mit presque 5 années à être parfaitement rétablie. Les troubles engendrèrent une sorte de polarisation de la société entre les partisans acharnés de l'ordre et ceux des révolutions. À ce titre, la garde civique eut un grand rôle à jouer et devint le symbole de la stabilité aux yeux des classes moyennes, attachées à la propriété privée, à la religion et à la monarchie. Dès lors, les effectifs de cette milice n'eurent de cesse de gonfler dans les années suivantes. Les conséquences douloureuses de cette politique pour le pays fut l'implosion du parti catholique et du parti libéral, et à l'apparition de mouvements totalement nouveaux, permettant une plus grande pluralité des opinions. Toutefois, l'année 1883 ne fut pas que porteuse de malheur, puisque voyant s'ajouter un domaine colonial, la Belgique put voir le Luxembourg la rejoindre par plébiscite le 4 septembre. Or, jusqu'à 1914, l'eau a coulé sous les ponts, et bien des événements ont eu lieu. Pour les résumer, il pourrait être noté d'abord que malgré la fuite du pape Pie X à Avignon, l'Église catholique a tenu bon, et qu'avec accord du nouveau Saint-Siège en exil, les diocèses étaient réorganisés en fonction des changements territoriaux. Cet engagement a permis un nouveau concordat avec la papauté, assouplissant les règles sur l'enseignement confessionnel catholique et évitant le service militaire aux prêtres et aux séminaristes. Au niveau étatique, la nouvelle constitution accoucha d'un système faisant la part belle au provincialisme culturel, voulu par les mouvements linguistiques traversant le pays. Le pouvoir législatif, de son côté, était partagé entre la Chambre des représentants, élue par les citoyens, et le Sénat des provinces, élu par les exécutifs de province. Le suffrage universel avait été mis en place et était dit obligatoire pour les hommes et volontaire pour les femmes. Au niveau diplomatique, une alliance se dessinant déjà pendant la période autoritaire fut secrètement signée avec la France en cas d'agression allemande. Bruxelles et Paris s'engageant à partager dès lors des informations sécuritaires et militaires, tant pour éviter les menaces d'outre-Rhin que celles anarchistes. En 1909, Léopold mourut, non sans avoir légué la même année sa propriété coloniale à l'État belge. Il laissa le souvenir d'un monarque intrépide ayant globalement réussi, mais dont la réputation resta quand même tachée par le sang des émeutiers montois et par les scandales amoureux que le roi a connus jusqu'à sa mort. Son neveu, Albert Ier, lui succéda alors. Ce jeune homme très instruit, sportif, attaché à son pays et parlant plusieurs langues, vit la situation économique interne progressivement stagner, malgré plusieurs années de prospérité. L'armée, de son côté, a numériquement peu évolué, mais elle s'est améliorée qualitativement. Elle s'est d'ailleurs munie d'une petite flottille de dirigeables de reconnaissance et de combat. Cependant, la véritable force en Belgique réside dans la garde civique, devenue une véritable seconde armée dans le pays, aux ordres du lieutenant-général ne répondant qu'au roi. Cette force contre-révolutionnaire est certes peu adaptée à la guerre moderne, mais elle connaît pour être implantée localement tous les lieux où pratiquer la guérilla. Enfin, le réseau ferré belge, devenu très développé grâce aux encouragements incessants de Léopold II puis d'Albert Ier, compte des locomotives militaires, blindées et armées, pouvant être déployées à l'entrée des villes afin d'en soutenir la défense. Naturellement, la SNCV n'a pas qu'une application militaire, puisqu'en 1914, près de 10% des Belges travaillent à plus de 10 km de leur lieu de vie grâce à ce réseau ferré extrêmement dense. Quant à la colonie, elle fut relativement peu développée, malgré l'arrivée massive d'investisseurs privés pendant la période léopoldienne. Toutefois, il est à espérer que cette région du monde, regorgeant des richesses et comptant un peuple à civiliser, puisse connaître un développement rapide d'ici les prochaines années.